Donc, bienvenue aujourd'hui dans l'atelier de la cartographie comme outil de priorisation des milieux humides. Je me présente, Jean-Éric Turcotte, je suis le directeur de stratégie Saint-Laurent et je vais officier aujourd'hui à titre d'animateur de cet atelier-ci. Frédéric de Beaumont, devant moi ici, va agir également comme personne ressource et particulièrement pour garder le temps. Je vais demander d'ailleurs à mes conférenciers qui vont avoir à intervenir, encore une fois, succinctement, pour une période de 10 minutes, de bien jeter un coup d'œil à l'occasion vers Frédéric qui va vous faire signe pour le temps qui reste à vos présentations. Et je vais devoir être un petit peu strict, notamment pour les périodes de questions. Je vais m'assurer que pour qu'on ait le plus d'occasions possible de faire intervenir des gens de la salle, de ne pas, je vais vous demander d'être concis, surtout de ne pas faire de grands prologues avant de poser vos questions. Et aussi au niveau donc de nos conférenciers, je vais vous demander d'être efficace, efficient dans vos réponses en ayant des interventions courtes pour permettre au plus grand nombre de pouvoir se prononcer. Vous savez, dans ces événements-là, on reste souvent avec l'impression qu'on veut poser beaucoup de questions, on veut étayer, on veut développer, mais c'est une occasion qu'on a de réseauter, d'échanger, d'établir certains ponts. Mais évidemment, prenez en considération qu'à la suite du forum ou dans les moments de pause, vous pouvez quand même élaborer davantage avec les gens qui vous intéressent ou vous interpellent. Donc, en quelques mots, l'atelier sur la carto comme outil de priorisation des milieux humides. Bien, évidemment, quand on veut établir un plan régional, on doit reposer notre analyse, notre démarche sur des outils d'aide à la décision. Les outils d'aide à la décision eux-mêmes reposent sur des connaissances de qualité, notamment des données qui sont fiables. Ces données-là, souvent, vont prendre la forme d'outils de cartographie. Et c'est un petit peu pour ça qu'on est aujourd'hui ici, pour établir, pour voir des modèles ou des approches qui ont connu un certain succès ou une certaine démarche et certains outils qui sont aussi appropriés ou mis à votre disposition pour établir vos futurs plans. Les 4 panélistes vont venir donc présenter différents cas types, différentes méthodologies, différentes approches disponibles. Prenez en compte cependant que tout ce qui va être présenté aujourd'hui ne représente pas nécessairement ce qui est exhaustif, tout l'ensemble, tout l'apanage des outils qui sont mis à votre disposition. Donc, il faudra garder ça en tête tout le long de la démarche. Donc, sans plus attendre, je vais également vous faire valoir que les 4 panélistes vont venir à tour de rôle faire leur présentation. On ne prendra pas de questions au fur et à mesure. Donc, si vous avez des questions spécifiquement pour un panéliste, annotez-les et vous aurez l'occasion, dans la période de questions qui durera une bonne demi-heure, de venir au micro, ensuite les adresser à la personne appropriée ou à l'ensemble des panélistes. Donc, sans plus attendre, je vais introduire M. Daniel Lachance. M. Daniel Lachance est titulaire d'un baccalauréat en biologie, d'une maîtrise et d'un doctorat en aménagement du territoire et en développement durable ou régional durable. Les travaux réalisés dans le cadre de son doctorat traitent de l'impact de la fragmentation et de l'isolement des tourbières sur leur diversité animale et végétale. Il a travaillé en tant que directeur de projet chez ICOM entre 2006 et 2012, où il a notamment participé à plusieurs études d'impact environnemental. Monsieur Lachance occupe actuellement un emploi à la direction des espèces et des milieux naturels au MELCC. Ses principales fonctions sont de participer au développement de guides d'orientation, de lignes directrices et du cadre législatif concernant la gestion durable des milieux hydriques et humides. Il contribue également à la formation ou au soutien du personnel des directions régionales du ministère pour l'identification et la délimitation des milieux humides. Monsieur Lachance. Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Alors, c'est moi qui ai la tâche ingrate de venir vous résumer en 10 minutes ce qu'on a fait dans la méthode de priorisation des milieux humides, qui a été développée dans le cadre de l'Atlas des territoires d'intérêt pour la conservation dans les basses terres du Saint-Laurent. Alors, ma collègue Marie-Josée Côté vous a déjà présenté hier ce qu'était exactement l'Atlas des territoires d'intérêt pour la conservation dans les basses terres du Saint-Laurent, fait que je ne m'arrêterai pas là, aux objectifs du projet ici, juste peut-être pour vous rappeler certains faits à propos de cet Atlas-là. Entre autres que pour la première fois, dans le cadre de cet atlas, on s'intéressait non seulement à la conservation des milieux humides et des milieux forestiers, mais également à la conservation ou à l'identification des sites de conservation pour les milieux aquatiques et les milieux champêtres. Je rappelle également à votre attention là, cette espèce de schéma décisionnel-là que vous a présenté Marie-Josée Côté hier. Ça va être important dans quelques diapositives.
Donc, je vous rappelle que le processus décisionnel qui était applicable à chacune des sites de conservation dans le cadre de l'Atlas, ça tenait en fait en 3 étapes. D'abord, de choisir un objectif de représentativité, qui a été pas mal le même pour tous les sites de conservation, soit à peu près 20 %. Ensuite, de sélectionner les sites à partir de critères de sélection de filtres fins. Donc ça veut dire que quel que soit l'état d'un milieu humide, son degré de perturbation, avant même de commencer à mesurer sa biodiversité ou ses fonctions hydrologiques, on identifie en partant tous les polygones de milieux humides dans lesquels se trouvaient des espèces menacées ou vulnérables ou des occurrences d'espèces de menacées ou vulnérables, qu'elles soient fauniques ou floristiques, de qualité. On mettait également de côté aussi tous les polygones de milieux humides qui étaient attenants à une aire protégée, inclus dans une aire protégée, qui contenaient un écosystème forestier exceptionnel ou encore qui étaient identifiés comme irremplaçables par une analyse d'irremplaçabilité faite par nos collègues du fédéral. Fait que conséquemment, suite donc à cette étape-là, on passe ensuite à l'étape finale, qui est la sélection à partir des critères de priorisation. Une étape qui est un peu facultative, parce que si on a déjà atteint l'objectif de représentativité à la deuxième étape, on se devrait normalement d'arrêter là. Et donc, la sélection à partir des critères de priorisation se fait à l'échelle des basses terres du Saint-Laurent. C'est un immense territoire. Puis pour essayer de découper ce territoire-là en unités écologiques, l'équipe des connaissances écologiques du ministère de l'Environnement, l'équipe écologie et territoire, a découpé le territoire des basses terres en contexte de mise en place régionaux, soit un découpage écologique qui correspond essentiellement à l'origine des sols, au type de sol qu'on retrouve dans ces territoires-là, puis également aux formes de terrain qu'on y retrouve. Donc, en ce qui a trait aux milieux humides, l'unité de base, l'unité d'analyse à partir de laquelle on a fait nos tests, c'est les complexes de milieux humides, c'est-à-dire des amalgames, des polygones, des milieux humides détaillés, qui sont en contact les uns avec les autres. Donc, on a fait ça pour 2 raisons. D'abord, parce qu'on avait besoin d'une information sur la diversité de la végétation à l'échelle des basses terres. Et là, c'est pas facile d'avoir une information de qualité uniforme à l'échelle des basses terres, parce que sur certains territoires, on a une délimitation très précise des associations végétales ou des groupements forestiers, mais sur d'autres portions de territoire, on a très peu d'informations. Donc, on a dû se rabattre sur les types de milieux humides qu'on retrouve dans la cartographie des milieux humides détaillés, étant marais, marécages, tourbières. On les a donc amalgamés en complexes. Puis, une autre raison aussi, une raison plus fondamentale d'utiliser des complexes de milieux humides, c'est que dans la nature, à l'état naturel, les milieux humides ont de toute façon tendance à s'organiser en complexes. Il est rare de voir un marais sur le bord d'un cours d'eau qui n'est pas également bordé par un marécage arbustif ou qui n'a pas une portion d'herbier aquatique. Puis de la même façon, là, ce que vous avez là à droite, là, c'est un découpage en tranches d'une tourbière. Dans la littérature scientifique, quand on s'intéresse à l'écologie des tourbières, on constate que la tourbière ombrotrophe type est composée à la fois d'habitats ouverts puis d'habitats boisés. Puis même là, dans la littérature scientifique, on va souvent inclure le marécage arborescent qui borde la tourbière boisée comme faisant partie de ce grand écosystème qu'on appelle la tourbière. Fait que conséquemment, ce que vous avez à droite, en fait, c'est la figure que vous avez à gauche. Là. Il y a une portion centrale qui est ouverte, donc un bog dans la cartographie des milieux humides détaillés. Une tourbière boisée qui l'entoure, la portion boisée, puis dans ce cas-ci, je pense que c'est une cidrière. Puis au-delà de ça, on a un anneau qui est incomplet parce qu'il y a eu évidemment là, certaines intrusions ou une extension des activités agricoles. Un anneau donc de marécage arborescent qui est incomplet autour de l'écosystème. Tout ça pour dire donc qu'on travaille sur les complexes de milieux humides de 1 hectare et plus. Maintenant, comment on mesure les fonctions écologiques? Juste là, je pourrais m'échapper et vous en parler pendant plus de 10 minutes. En fait, ce qu'on constate quand on commence à s'intéresser à la littérature sur les fonctions écologiques, c'est que le problème, c'est pas de trouver des indicateurs de biodiversité ou d'hydrologie ou de fonctions biogéochimiques. Le problème, il y en a tellement. Le problème, c'est de les choisir intelligemment. Puis pour ça, on a besoin de paradigmes, on a besoin de méthodes qui ont été développées dans la littérature qui nous indiquent quels critères choisir pour pas mesurer 8 fois la même chose, ou pour s'assurer qu'on mesure à la fois la biodiversité, puis qu'on tente de mesurer aussi les fonctions hydrologiques. Et juste aux États-Unis, il y a plus de 30 méthodes de sélection de critères, donc nous, il a fallu choisir. On s'est inspiré beaucoup des méthodes qui ont été développées en Ontario puis en France. Et donc, conséquemment, les 2 paradigmes qui nous ont le plus inspiré, c'est l'approche hydrogéomorphologique, puis également l'approche basée sur l'intégrité écologique. Puis également, on s'est basé aussi sur vos propres travaux, parce qu'en 2015, dans le cadre de la réalisation de l'Atlas, on a commandé une revue de littérature qui a été faite par le Bureau d'écologie appliquée. Ils ont regroupé tous les exercices de priorisation de milieux humides qui avaient été faits en date de 2015 dans les basses terres du Saint-Laurent. Ils ont recoupé également toutes les couches d'informations, fait que ça nous a servi aussi beaucoup. On a appris beaucoup de ces exercices-là sur les critères qui pouvaient être mesurés ou pas, qui étaient les plus fréquemment utilisés. Puis ça nous a aidé beaucoup aussi à choisir un objectif de priorisation.
Donc, les critères de priorisation qui ont été retenus, vous les avez à l'écran. Je ne m'arrêterai pas à décrire chacun d'entre eux. Il y a une histoire tragique ou comique derrière chacun de ces critères-là. Simplement, vous mentionnez que les 5 premiers, les critères de biodiversité, ont été testés par le Conseil régional d'environnement du Centre du Québec. Puis les 5 derniers, les critères un peu nouveaux, les critères biogéochimiques et hydrologiques, étaient tributaires du développement d'outils géomatiques qu'on n'avait pas en 2014 et donc qui ont été développés par l'équipe d'écologie et territoire du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, on avait besoin, grosso modo, de 2 informations précises pour être capable de calculer ces critères-là. On avait besoin de connaître ce qu'on appelle la position physiographique, ou en fait la classification hydrogéomorphologique des milieux humides. Je vais vous montrer sur la prochaine diapo. On avait besoin aussi de connaître les zones contributives, c'est-à-dire les bassins versants fins de chacun de nos complexes de milieux humides. Alors, en fait, la position physiographique, c'est une façon de classer les milieux humides qui est différente de la façon traditionnelle. D'habitude, on dit, étant marais, marécage, tourbière, c'est une classification qui est basée prioritairement sur la structure de la végétation. Nous autres, on avait besoin d'une classification qui était basée sur la position dans le bassin versant. Donc, c'est quand même relativement simple, c'est assez intuitif. Isoler palustre, lacustre, riverain et riverain du fleuve. Donc, on a besoin de savoir, en gros, si nos milieux humides sont isolés dans le paysage, s'ils sont en contact avec des cours d'eau, s'ils donnent naissance à des cours d'eau, s'ils sont traversés par des cours d'eau permanents ou si encore ils se trouvent sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Et donc, vous avez là, la représentation de cette cartographie-là à l'écran. Vous avez une série de petites tourbières qui sont des milieux humides isolés. On a un petit milieu humide palustre, un marécage arbustif qui est au milieu à gauche de la photo, puis un marécage riverain bleu qui apparaît pas tellement là, sur l'écran, mais qui est là, en fait, à gauche, à l'extrême gauche. Donc, on avait besoin de cette classification-là. Ça a été fait par l'équipe d'écologie et territoire. Et ensuite, on avait également besoin de connaître les zones contributives. Donc, je vous remonte la même diapositive. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est la zone contributive de notre petit milieu humide palustre, le petit marécage arbustif qui est à la gauche. Donc, ça veut dire, en gros, que chaque goutte d'eau qui tombe sur le territoire allumé en bleu, si elle ne s'infiltre pas dans le sol, elle va éventuellement passer par notre petit marécage arbustif. Donc, ce petit marécage-là, ça se peut pas, 2 minutes. Ce petit marécage-là, il y a une super grosse valeur d'assainissement des eaux. Là, vous constatez aussi en regardant ça que la zone contributive est quand même assez approximative, elle est un peu carrée. C'est parce qu'à un moment donné, dans le temps, il a fallu qu'on s'arrête et qu'on se dise, on l'a pas le lidar pour la totalité des basses terres, fait qu'on a été obligé de développer ces zones contributives-là avec les cartes topo ou 1 20 000. OK. Donc, c'est ça. Donc, on utilise ces données-là pour calculer nos indicateurs de fonctions écologiques. Vous avez ici, par exemple, un exemple, c'est ce qu'on appelle le captage à court terme des éléments nutritifs, la capacité des milieux humides à absorber rapidement au printemps puis au début de la saison végétative des éléments nutritifs qui les traversent. Donc, vous avez là la classification des milieux humides en fonction de ce critère-là pour la région de la Montérégie. Puis, lorsqu'on accumule tous ces critères-là, qu'on les standardise à l'échelle de chacun des contextes de mise en place régionaux et qu'on les additionne, on finit par avoir la cartographie des complexes de milieux humides d'intérêt que vous allez retrouver décrite dans le détail aussi dans la classe des territoires d'intérêt pour la conservation dans les basses terres du Saint-Laurent. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette sélection-là va chercher 8% des complexes de milieux humides. Dans les basses terres, là, il y en a 38 589. C'est peu, mais évidemment, comme d'habitude, on va toujours chercher les milieux humides les plus grands. Quoique même si on tente de s'éloigner de la superficie, la superficie est toujours un critère de sélection, puis elle joue souvent dans d'autres critères de sélection. Puis, de toute façon, tout le monde sait ici que la superficie joue un rôle important dans la biodiversité, dans les fonctions écologiques. Donc, il y a un bon décalage entre le fait qu'on va chercher 8% des complexes, mais que ces complexes-là représentent 47% des milieux humides, des superficies humides qu'on retrouve dans les basses terres du Saint-Laurent. Fait que là, vous voyez qu'on dépasse allègrement l'objectif du 20%. Et la raison pour ça, c'est toutes les occurrences d'espèces menacées ou vulnérables de qualité qu'on retrouve dans les basses terres. Il y en a tellement, en fait, que dans la plupart des contextes de mise en place régionaux, on explose le 20%. Puis, sur ces 47%-là, il y en a à peu près 42 qui viennent des occurrences de bonne qualité d'espèces menacées ou vulnérables qu'on retrouve dans les basses terres. Et ça, évidemment, il y a toute une série de raisons historiques et biologiques pour ça, qu'on pourrait aborder peut-être dans les questions tout à l'heure, vu que je dois déjà avoir fini mon 10 minutes. Donc, toutes les données qu'on a utilisées dans le cadre de l'Atlas sont disponibles sur les différents sites web présentés par ma collègue hier, sauf pour les zones contributives, puis la classification hydrogéomorphologique. Là, on va essayer de rentrer ça, puis de faire ça dans les prochains mois dans notre planification des outils de cartographie, parce qu'on aimerait, en tout cas moi, mon désir à moi, ce serait qu'on les fournisse pour tout le sud des basses terres, mais on va voir si on peut arriver à faire quelque chose avec ça. Donc, vous avez le site web du ministère de l'Environnement en bas où vous pouvez vous procurer ces différentes données.
Évidemment, je remercie tous les partenaires qui ont contribué à l'élaboration du cadre de l'Atlas des territoires d'intérêt pour la conservation dans les basses terres du Saint-Laurent. Puis, je dois être pas mal à 11 minutes 20, là. OK, c'est ça. Merci. Bon, Monsieur Lechance, vous avez passé votre test de synthèse. Ce qui nous amène à enchaîner avec notre prochain conférencier, Monsieur Simon Lajeunesse, de la MRC Brome-Missisquoi. Monsieur Lajeunesse est biologiste titulaire d'une maîtrise en sciences de l'environnement. Il travaille comme coordonnateur régional à la gestion de l'eau à la MRC de Brome-Missisquoi depuis 2007. Il est impliqué dans l'Association des gestionnaires régionaux des cours d'eau aussi depuis sa fondation. Monsieur Lajeunesse, top chrono. Merci de l'invitation. On va vous présenter qu'est-ce qu'on va faire dans Brome-Missisquoi, qu'est-ce qu'on prévoit faire, parce que d'habitude on présente des projets d'acquisition, des nouvelles choses, et ici, on n'a pas de projet d'acquisition. C'est comment on va travailler avec des données que d'autres ont produites. C'est essentiellement ça. Donc l'idée dans notre comment utiliser la cartographie des milieux humides, on est quand même chanceux parce qu'on a des données qui viennent de différentes sources, la BDTQ, on a eu un premier inventaire fait par Géomont, Canard illimité plus récemment, puis nous, à chaque fois qu'on va sur le terrain, on prend on découvre toujours des choses qui sont pas sur les cartes. Et on les met ensemble aussi avec des projets de développement dans les villes, tout ça, tous les rapports de caractérisation biologique. Donc, l'idée, c'est de prendre toutes nos sources de données et d'en créer une qui est conjointe. C'est surtout comment organiser nos données pour faire une géodatabase d'un milieu humide qui est complète et qui va regarder tout ça. Donc, c'est ça, on travaille avec qu'est-ce qu'on a, c'est un peu le message qu'on voulait lancer. On n'avait pas du tout l'intention d'en faire plus, parce que l'idée, c'est toujours des milieux humides d'intérêt régionaux. Fait que là, je regarde les petites études externes, là, sont importants, là, c'est des projets qu'on fait, des projets de développement, il faut les caractériser, mais on les voit même pas sur la carte. C'est des petits minuscules points. Est-ce que c'est d'intérêt régional? C'est la question qu'on va se poser, là, tout le monde ensemble en faisant le processus, mais déjà, je pense que on a une partie de la réponse. Hein? Donc, après ça, c'est sûr qu'on a les types de milieux humides. Là, désolé pour les couleurs que j'ai pas pu changer avec un petit problème d'accès au réseau, là. Mais on remarque qu'on a essentiellement des marécages chez nous. Donc, on veut pas pousser trop la cartographie pour dans le sens que pour l'exercice de désigner nos milieux humides d'intérêt régionaux, la cartographie a ses limites. C'est sûr que ça a été fait par photo-interprétation. On prend les milieux humides qui sont de plus grosse superficie. Il y a des limites de détection. Donc, on se garde toujours l'idée que qu'est-ce qui est d'intérêt régional? Hein? Est-ce que nos petits cours d'eau, parce que ça pour dire que la cartographie, c'est un peu à double tranchant, dans le sens c'est pas un outil, c'est un outil de planification. On veut pas que ça devienne un outil réglementaire. Parce que des fois, nos inspecteurs, ils regardent la carte, et ah non, c'est beau, t'as pas de milieu humide, t'as pas de cours d'eau, go, construis ta maison, hein. Mais c'est pas, c'est loin d'être simple que ça. Fait que là, on veut pas que ça devienne, autrement dit, c'est loin d'être la réalité. C'est ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a comme données, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce qui est. Donc, c'est sûr qu'il y a des erreurs. On va sur le terrain, on voit, quand il y a un milieu humide qui a été identifié, d'habitude, 99,9% du temps, là, il y en a un, mais la délimitation est imprécise. C'est un peu là-dessus qu'on veut travailler plus ça. Il y a quelques petites erreurs par-ci et là. L'ancienne sablière qui est un beau trou, là, hein? C'est pas un milieu humide, mais on l'a détecté comme ça. Mais bref. Donc, ça pour dire qu'on veut être très conscient des limites et ne pas oublier l'objectif chez nous qui est milieu humide d'intérêt régional. Donc,
Et aussi l'importance de la réalité terrain. À chaque fois qu'on sort, on découvre des choses. Donc, faut surtout pas que la cartographie pallie à les relevés terrain avant chacun des projets. Donc, après ça, c'est sûr que on pense à tous nos collègues qui n'ont pas autant de données. Hein, ben c'est quand même, avec photo-interprétation, on peut aller quand même plus loin. On se rend compte qu'il y a des milieux humides qui sont identifiés et que, bizarrement, il en manque des petits bouts là, avec le temps. Hein. On sait pas, on sait pas ce qui s'est passé, mais on s'en doute. Donc, ça pour dire que le gros de l'exercice, ça va être de prendre nos données puis de les travailler pour essayer de bonifier ça, corriger nos petites problématiques là, de délimitation, ce qui permet d'identifier très facilement aussi les pressions. Ça, un autre exemple là, avec ça c'est pour le LIDAR, hein, où on a un beau milieu humide qui est identifié. On se rend compte avec nos données LIDAR, là, c'est des courbes de niveau extrapolées à 50 cm d'élévation. On voit bien que le milieu humide il est, dans les faits, probablement beaucoup plus grand que ce qui est cartographié. Donc, c'est le type de travail qu'à la pièce, là, on va aller faire pour nos milieux. Parce que le gros de l'ouvrage, ça va être de travailler en fonction de nos enjeux. On a divisé le territoire en bassins versants. Les bassins versants, c'est un jeu de poupée russe. Mais ça, c'est des bassins versants d'intérêt pour l'aménagement du territoire qui ont été créés, qui visent des milieux. C'est des recoupements un peu représentatifs aussi de l'état des milieux. Donc, par exemple, le lac Brome, qui est des grosses problématiques de cyanobactéries, c'est assez clair que l'enjeu, c'est de la qualité de l'eau. Et les milieux humides, ce qu'on veut prioriser, c'est les fonctions de filtration dans ces cas-là. Donc, c'est vraiment l'idée le gros de l'ouvrage, là, avec la cartographie, ça va être de spotter nos enjeux par bassin versant. Et ensuite, on prendra nos milieux humides qu'on identifiera, puis on les retravaillera. Hein. Il va sûrement avoir des validations, là, qu'on va avoir, validation terrain, probablement qu'on va avoir ciblé nos milieux d'intérêt. Enjeu d'inondation un peu plus loin, 2 sous-bassins versants qui se rejoignent, c'est sûr que tout ce qui va prioriser la rétention de l'eau dans le bassin versant, ces régulations des crues, c'est des choses qui sont à prioriser dans ces bassins versants-là. Donc, c'est l'essentiel de l'exercice avec notre cartographie. D'ailleurs, ceux qui ont, je sais pas si ça existe encore, des MRC qui n'ont pas de géomatique, là, mais ça s'en vient pas essentiel, là, c'est. Oui, des logiciels libres, là, je pense qu'on s'en sortira pas sans ça. Donc, priorisation, là, c'est clair que nous, c'est les milieux humides d'intérêt régional, fait que lesquels on peut vraiment pas se permettre de perdre. Alors là, c'est sûr qu'on s'attend à avoir l'adhésion des élus. Dans notre milieu, notre problème, c'est ça, puis le plan, c'est d'aider à régler nos problèmes. Qu'est-ce qu'on peut pas se permettre de perdre? C'est lesquels aussi qui sont les plus utiles ou urgents de restaurer. On va identifier aussi nos endroits qui ont été perturbés, qui ont été détruits. Et qu'est-ce qu'on peut... l'exercice va se faire en parallèle. Hein? Donc, ça veut dire un lien direct avec les problématiques. C'est sûr qu'il va y avoir les choix d'aménagement du territoire, de densification des noyaux urbains qui va se greffer avec ça. Philippe Lebel avait présenté l'outil de priorisation développé pour la Montérégie Est. On va déterrer cet bel outil-là. On va s'inspirer de la classe des basses terres de Saint-Laurent, de toutes les autres méthodes. Donc, je pense que dans ma tête, là, les critères écologiques de base là, sont assez bien établis. Là. On va se coller sa littérature. Là, fait que ça, c'est des critères qui m'apparaissent assez standards. Puis là où on a nos critères variables, c'est quoi les fonctions qu'on veut prioriser pour notre milieu? Qu'est-ce qui va être le plus utile? Puis c'est quoi les choix d'aménagement qu'on va faire? Donc, c'était l'essentiel du message. Là. Merci. Hein? Donc, on a des gens disciplinés, c'est parfait. Donc, on enchaîne sans plus attendre avec Pays Maillot, de l'OBV Charlevoix-Montmorency,
biologiste et chargée de projet à l'OBV Charlevoix-Montmorency depuis 2007. Elle est la rédactrice principale du plan directeur de l'eau de la zone hydrique couverte par l'organisme. Elle est responsable également du suivi de la qualité de l'eau et des projets en lien avec la caractérisation et la délimitation des milieux humides, de l'identification de la ligne des hautes eaux et de la renaturalisation des bandes riveraines. Elle travaille également sur des projets d'analyse de vulnérabilité des prises d'eau potable et de la mise à jour de la cartographie des cours d'eau. Thaïs. Merci Jean-Éric. Bonjour tout le monde. Un peu ça, je suis trop petite, hein? On me voit même pas. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous parler. Comme ça. C'est-tu bon le son? Ouais. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de la contribution des organismes du milieu, ce qu'on peut faire aider au MRC en contribuant au plan régional des milieux humides et hydriques dans le cadre de la rédaction puis de la réalisation de ce plan-là. Donc, moi, j'en ai pas acquis non plus tant que ça des données de priorisation des milieux humides. Là, nous, ce qu'on a fait, on a créé un outil de gestion et d'aide à la décision avec une municipalité, là, la municipalité de Bois-Châtel, dans le cadre de la planification de la gestion de leur territoire, là, en lien avec les milieux humides. Donc, c'est certain que pour le plan régional des milieux humides, l'acquisition de connaissances, c'est pas obligatoire, mais plus qu'on a d'informations, meilleur va être votre plan régional par la suite. Donc, moi, ce que je vous suggère au minimum, c'est de faire le tour des organismes du milieu pour savoir quelles connaissances ils ont en banque, quels projets ils ont réalisés, c'est où qu'on peut aller chercher des données dans le cadre des projets qui ont été réalisés par eux. Les incontournables, c'est les OBV, les CRE, les tables de concertation régionale du Saint-Laurent ou les ZIP. Il y a des municipalités aussi qui ont des projets, des organismes de conservation. N'hésitez pas à aller faire le tour de ces organisations-là pour savoir s'ils ont des données en banque qui vont pouvoir vous aider pour ces projets-là. Les OBV, par exemple, nous, on a un nouveau mandat qui nous a été attribué, qui est de définir des objectifs en matière de conservation de la ressource en eau et des milieux qui lui sont associés. Ça veut dire qu'à l'intérieur des OBV, il y a des gens qui doivent réfléchir à c'est quoi les fonctions dans un organisme, dans un bassin versant, c'est quoi les fonctions des milieux humides qui doivent être préservés ou des milieux hydriques qui doivent être améliorés ou restaurés pour une meilleure gestion de l'eau dans l'ensemble du bassin versant. Donc, à l'intérieur de vos MRC, ça vaut vraiment la peine d'aller rencontrer ces gens-là, d'aller poser des questions à vos OBV pour savoir est-ce que c'est des objectifs qui cadrent vraiment bien avec vos objectifs à l'interne ou dans les MRC, ou bien s'il y a des ajustements à faire au sein de vos organisations. D'autres mandats qu'on a, c'est de faire la mise à jour et la promotion du plan directeur de l'eau, faire le suivi de sa mise en œuvre puis des actions, de travailler en concertation. Et tout ça, ça fait en sorte qu'on a des connaissances quand même assez pointues du territoire, puis qu'on a réalisé, qu'on a acquis quand on a fait le plan directeur de l'eau, mais aussi à l'intérieur de projets qui ont été réalisés dans différents cadres. Par exemple, nous, à l'OBV Charlevoix-Montmorency, on a des projets de suivi des inondations pour la rivière Montmorency, la rivière du Gouffre dans Charlevoix. On fait du suivi de la qualité de l'eau, on fait des suivis de la vulnérabilité des sources d'eau potable en identifiant des choses qui peuvent être à risque. On fait des ententes de conservation volontaire avec des propriétaires. Donc, on connaît déjà à certains endroits les propriétaires qui sont intéressés à participer à ce genre de projet-là, d'avoir sur leur terrain des milieux humides qui sont protégés ou qui sont laissés un peu d'agir de façon naturelle. On a des travaux de caractérisation et d'aménagement de l'habitat du poisson, des bandes riveraines, du suivi de milieux humides. C'est tous des projets qui vont faire en sorte qu'on a acquis des données qui vont être des atouts pour les MRC dans le cadre de la réalisation du plan régional des milieux humides et hydriques. Donc, les organismes du milieu, ils peuvent contribuer à bonifier vos données qui sont existantes, autant pour le portrait que pour le diagnostic ou pour cibler des sites de restauration. C'est certain que si vous vous lancez dans des algorithmes de priorisation de milieux humides, comme ce qui a été fait
à l'Atlas, ou il y a aussi au ROBVQ, ils ont développé des algorithmes pour les fonctions écologiques en lien avec la biodiversité. Si vous vous lancez là-dedans, bien, ça va être super intéressant de pouvoir mettre les données des autres organisations à l'intérieur de ça pour bonifier vos données, puis aussi pour mieux définir les fonctions écologiques qui sont nécessaires dans certains bassins versants, mieux définir les pressions, les problèmes. Vous les connaissez, mais parfois, il y a d'autres visions qui peuvent aller juste alimenter puis bonifier vos données. Donc, ici, un petit exemple. Nous, on a fait, dans le cadre de notre plan, là, on a fait des traitements géomatiques super simples, des intersects, là, il y a une route, il y a un milieu humide qui passe à travers, bon, c'est quoi les pressions qui sont connues, qui sont potentielles. Ben, nous, on a fait un travail de caractérisation des traverses de cours d'eau dans le cadre des sentiers de motoneige VHR. Donc, on a, en plus d'avoir une donnée géomatique, on a des données de terrain, des photos qui montrent que, oui, quand un sentier de VTT, de VHR traverse un milieu humide, c'est pas de la fiction, c'est pas juste de la cartographie. Sur le terrain, ça se réalise, et puis c'est dans 99% des cas, on voyait des endroits où c'était des sites potentiels de restauration. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être ajouté dans les plans régionaux pour l'identification des sites nécessaires à restaurer. Il y a personne qui va être contre la vertu puis qui va s'opposer à aller restaurer un site comme ça. C'est vraiment des choses qui vont être faciles à réaliser par la suite. Les organismes du milieu aussi peuvent vous aider à acquérir des connaissances par des travaux terrain au besoin. C'est des données qui sont fiables, qui sont utilisables dans d'autres contextes, puis qui peuvent être utilisées en fonction des besoins aussi. C'est certain que si la MRC veut pas se lancer dans une campagne de caractérisation, ça vaut pas la peine. Mais nous, à la MRC de la Côte-de-Beaupré, avec qui on travaille beaucoup, ils ont un besoin de connaissances plus poussées, surtout dans les périmètres urbains. La superficie est pas si grande que ça à couvrir. Il y a des besoins parce que le développement, il se fait là, en périphérie de Québec, il y a quand même une pression pour le développement. Alors, ils veulent savoir, avant d'arriver devant le projet, puis quand ils ont aussi des possibilités là, de réaménager ou de redistribuer les périmètres urbains, ils veulent savoir c'est à quel endroit qu'il y a des potentiels de contraintes liées au milieu humide. Donc, ils se sont mis des priorités. La priorité 1, mais ils veulent aller sur le terrain, ils veulent qu'on aille voir les délimitations des milieux humides. Dans les priorités 2, où il y a plus de l'agriculture, de la villégiature, ben là, c'est peut-être plus des choses plus légères, l'acquisition de connaissances un peu moins poussées. Puis en zone forestière, ben c'est pas nécessaire d'aller acquérir ces connaissances-là de façon pointue. Donc, on n'y va pas. On va pas dépenser temps et argent pour finalement avoir des données qui vont être moins utiles pour la gestion du territoire. Nous, quand on a fait notre priorisation de milieux humides, c'était surtout sur des petits territoires, donc on est allé par grille multicritère, puis on s'est ajouté à ça maintenant un tableau des résumés des fonctions là, qui ont été inscrites dans la loi au ministère de l'Environnement avec la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques. Donc, on passe notre milieu humide à travers notre grille qui, soit dit en passant, moi, je vous suggère que vos fonctions soient vraiment en lien avec vos problèmes sur le terrain ou à la réalité de votre terrain. C'est certain que nous, sur la Côte-de-Beaupré, dans Charlevoix, on n'a pas de grands milieux humides qui sont affectés par les plantes exotiques envahissantes, par exemple. Donc, quand on a un 10% de couverture de plantes envahissantes dans un milieu humide, pour nous, c'est vraiment fort, alors que si on va en Estrie, ben, un milieu humide qui peut être couvert par la fraginite, ça peut être plus fréquent un peu que chez nous. Fait qu'il faut faire des pointages qui sont différents là, en fonction de vos réalités de terrain. On s'est aussi fait une petite grille là, pour voir nos milieux humides. Est-ce qu'ils vont rencontrer les 6 fonctions qui sont inscrites dans la loi, puis en les cotant là, si ça remplit de nul à élevé les fonctions qui sont dans la loi. On peut aider aussi à produire des données géomatiques, mais là, comme on a vu hier, ben là, le ministère va justement vous aider dans les sites où il y a pas d'accès de données de calendrier illimité. Nous, on est chanceux, on n'a pas
une couverture sur tout notre territoire des données détaillées de canard, mais on a le LIDAR, par exemple. Fait que ça nous a aidé. On avait déjà réfléchi à voir comment est-ce qu'on allait pouvoir améliorer nos données dans certains de ces secteurs-là. Puis, on a utilisé des logiciels gratuits, là, dont un avec Valley Bottom Flatness, qui fait en sorte qu'on peut identifier plus de milieux humides. Et en jouant avec la résolution, ben, on peut trouver peut-être, c'est encore à explorer, peut-être qu'on pourra voir cibler des sites où ça serait des endroits potentiels pour créer des milieux humides à long terme. Donc, c'est à explorer, hein, puisqu'on n'est pas rendu là non plus encore. Donc, ben, moi, je voulais vous dire que c'était super intéressant d'avoir une belle collaboration avec les MRC. On est capable d'avoir une belle synergie, nous, l'OBB Charlevoix-Montmorency, avec la MRC de la Côte-de-Beaupré. On a réussi à faire l'arrimage de notre plan directeur de l'eau et notre schéma d'aménagement. On fait la mise à jour de la cartographie des cours d'eau en faisant des modèles d'écoulement grâce au LIDAR, puis on est en train d'avoir une belle cartographie. Donc, je vous souhaite d'avoir des belles collaborations comme ça pour pouvoir partager des données et pouvoir aller plus loin dans vos plans régionaux de milieux humides. Et puis, je vous souhaite bonne chance. Et pour enchaîner, on nous a gardé en guise de dessert Madame Mylène Vallée. Madame Vallée est titulaire d'un baccalauréat en géographie et d'une maîtrise en sciences de l'environnement de l'UQTR. Mylène est directrice générale au sein du comité ZIP Les Deux Rives. Avec son équipe, elle travaille sur plusieurs projets visant la conservation de la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent. Elle a été responsable de la réalisation du portrait diagnostique sur la gestion des rives du littoral et de la plaine inondable dans le cadre des travaux de la TCR ou de la table de concertation régionale de l'estuaire fluvial, la TCREF. Bonjour à tous, je suis contente d'être parmi vous ce matin pour vous parler de milieux humides dans un contexte fleuve Saint-Laurent. Donc, dans les 2 dernières années, on a travaillé fort au niveau de la coordination de la TCR de l'estuaire fluvial dans le portrait de la zone fluviale de notre secteur. Et puis, dans le cadre de ces portraits-là, évidemment, on a fait beaucoup de cartographie. Puis, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des éléments qui pourraient être utiles, à mon avis, dans vos plans régionaux qu'on peut prendre dans les portraits qu'on a réalisés, dans la portraitisation qu'on a réalisée dans les dernières années. Petite mise en contexte. La table de concertation régionale de l'estuaire fluvial a été créée en 2016, puis elle est coordonnée par la ZIP Les Deux Rives. L'objectif de la TCR, c'est de faire la gestion intégrée du Saint-Laurent. Donc, dans un processus de concertation avec les acteurs du territoire, on travaille sur 4 chantiers de travail qui ont été priorisés par les acteurs du territoire, qui sont l'accès et la mise en valeur du fleuve, la qualité de l'eau, la conservation des milieux naturels et la gestion des rives du littoral et de la plaine inondable. Donc, il n'y a pas plus tard que quelques mois, en fait, on a déposé nos fiches thématiques, donc nos portraits diagnostiques en lien avec ces 4 grandes thématiques-là. Et puis là, on travaille actuellement sur un plan d'action qui va être attaché à ces 4 grands chantiers de travail-là pour ultimement déposer et mettre en œuvre un plan de gestion intégré régional du Saint-Laurent. Donc, je vous présente le territoire sur lequel on travaille, le territoire de la TCREF. On travaille sur les 2 rives du fleuve, donc sur la rive nord de Trois-Rivières jusqu'à Neuville, et puis sur la rive sud de Bécancour jusqu'à Saint-Antoine-de-Tilly. On touche à 5 MRC. On a la ville de Trois-Rivières, la MRC des Chenaux, la MRC de Port-Neuf, la MRC de Bécancour et celle de Lobinière. Pour vous situer, on est entre le lac Saint-Pierre et la zone Québec. Pour les prochaines diapos, on va parler beaucoup de la zone inondable 0-2 ans du fleuve et du fleuve lui-même. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est un endroit qui est vraiment intéressant pour les milieux humides. Il y a beaucoup de milieux humides dans la zone inondable 0-2 ans. Et puis aussi, c'est un endroit intéressant à observer dans un contexte de création, de restauration de milieux humides, parce que c'est un contexte hydrologiquement où il y a beaucoup d'eau, donc c'est intéressant de s'attarder, on croit, à ce milieu-là. Donc, vous voyez ici sur la carte en bleu foncé les zones inondables de la TCREF.
Et puis, on a fait l'exercice d'afficher les milieux humides. On les voit apparaître ici en vert. Fait qu'il y a quand même beaucoup de milieux humides qui sont présents dans la zone inondable 0-2 ans. En fait, les milieux humides vont représenter près de 60% du territoire du 0-2 ans du fleuve sur le territoire de la Pécresse. C'est majoritairement des milieux humides des marécages, à plus de 80%, et du marais à peu près 10%. Ensuite, on a fait l'exercice. Tout à l'heure, Daniel Lachance a parlé de l'Atlas et d'un travail de priorisation. Donc, on a fait l'exercice de voir dans ces milieux humides-là, quels étaient les milieux humides qui étaient priorisés dans le cadre de l'Atlas. On les voit apparaître ici en rose. Donc, ça montre qu'il y a quand même beaucoup de milieux humides en zone inondable qui sont priorisés dans le cadre de l'Atlas. En fait, 80% des milieux humides en zone inondable sont prioritaires, selon l'Atlas. Ensuite, on va faire apparaître, je ne sais pas si vous voyez super bien la carte, mais on va faire apparaître les milieux humides qui sont carrément dans le fleuve. Donc, on parle d'herbiers aquatiques. Là, je vais faire avant-après, pour que vous voyez qu'il y a quand même pas mal de milieux humides qui sont directement dans le fleuve. Ce sont des herbiers aquatiques. On parle quand même de près de 5000 hectares de milieux humides fluviaux qui sont prioritaires dans cette zone-là. Là, je vais parler un peu de ce qu'on a dans le fleuve comme milieux humides, des milieux humides prioritaires. Là, on va parler un peu plus de pression subie. On a fait un travail de caractérisation des pressions subies par les milieux humides. On a utilisé beaucoup la carte d'occupation du sol qui est disponible qui a été faite par le MELCC et Environnement Canada. Donc là, vous voyez apparaître en rouge le milieu bâti, donc les infrastructures, le réseau routier, puis tout ça. Et puis en orange, le milieu agricole. Donc là, dans la zone inondable 0-2 ans, le milieu anthropique représente 25% de la zone. C'est ça. Puis là-dedans, il y a 16% qui est agricole. Les cultures dominantes dans le milieu agricole sont le maïs et le soya, donc des cultures de grande interligne qui peuvent, vous savez, peut-être être dommageables dans des milieux humides. Donc, voilà, c'est les pressions subies au niveau de l'occupation du sol. Également, on a la nature des rives, l'artificialisation des rives qui n'est pas à négliger dans un contexte de pression subie par le milieu. En rouge, vous voyez toutes les rives qui sont artificielles. Qu'est-ce que je veux dire par rive artificielle? C'est des rives qui sont enrochées ou qui ont des murets de béton dessus, donc c'est pas très intéressant pour la connectivité entre le fleuve et le milieu terrestre. Et puis, on a environ 60% de notre territoire de rive qui est artificiel, finalement. Donc, une autre pression subie qui peut être considérée dans le cadre des plans régionaux. D'autres choses qu'on a qui peuvent être utiles dans les plans, c'est des pressions qui sont subies à l'intérieur même du fleuve. On voit en bleu foncé la voie navigable. Donc, parfois, la voie navigable fait en sorte que lorsqu'on est près de la rive, il va y avoir des effets de bâtillage, donc de l'érosion due au bâtillage qui peuvent nuire aux herbiers aquatiques et aux milieux humides riverains. On a en noir les zones de dragage, on a aussi les zones de dépôt de dragage. Parce que si on a des dépôts de dragage dans des herbiers aquatiques, ça peut être intéressant de les considérer. Et puis, on a aussi des données concernant les présences de cyanobactéries en bordure du Saint-Laurent. Autre pression potentielle subie des milieux humides, les rejets municipaux, les rejets industriels. Donc, on voit apparaître ici sur la carte les effluents industriels, les ouvrages de surverse, les types de traitement des municipalités. Il y a des municipalités qui n'ont pas de réseau d'égout. Il faut quand même le savoir s'il y a des milieux humides à proximité. Là, je vais vous faire apparaître dans la prochaine diapo une belle pizza, fait que soyez pas surpris. On a en vert les milieux humides fluviaux, et puis on a fait apparaître toutes les pressions. Fait qu'il y en a quand même beaucoup des pressions dans les milieux humides fluviaux. Mais ce qui peut être intéressant avec ces données-là, c'est d'aller voir localement qu'est-ce qui se passe. Donc ici, on va zoomer dans un secteur à Champlain. Là, j'ai pas de pointeur, là, mais au nord, on a un endroit où il y a beaucoup de rouge. Ça, c'est l'île Val-d'Or, dans le secteur de Champlain. Bien là, on peut vraiment les voir, entre autres, qu'il y a des pressions au niveau de beaucoup de secteurs résidentiels, un peu de milieu agricole, quelques ouvrages de surverse à proximité. On voit que le couloir, la voie navigable passe très, très près du milieu humide. Donc, il y a peut-être des problématiques de bâtillage dans ce secteur-là. Fait qu'on peut quand même aller faire un diagnostic en regardant là, ces données-là. Encore quelques petites informations concernant la planification du territoire. On a regardé c'était quoi l'affectation du territoire dans le 0-2 ans, dans les schémas d'aménagement. Donc, on a pu constater que le 0-2 ans était en affectation agricole environ à 40%. Et puis aussi, on a été capable de constater qu'il y a à peu près 25% du territoire du 0-2
qui est en affectation vouée à un développement d'infrastructures, donc résidentielles, urbains et industriels. Si on compare, on peut jouer un peu puis regarder les données. On sait qu'on a 56% de milieux humides dans le 0-2 ans, puis on a seulement 22% en affectation conservation. Moi, je suis pas aménagiste, je ne sais pas si ça se fait bien d'augmenter la partie en vert là, pour qu'il y ait un peu plus d'affectation conservation, mais c'est peut-être des réflexions qu'on peut avoir éventuellement. Puis environ aussi, là, au niveau de l'aménagement du territoire, on a à peu près 10% de périmètre d'urbanisation dans la zone inondable 0-2 ans. En conclusion, il y a beaucoup d'éléments dans le PGIR qui peuvent, à mon avis, être utiles à un plan régional des milieux humides et hydriques. Là, je t'ai présenté le 0-2 ans, mais on a aussi le 0-20 ans, le 0-100 ans. Le 0-100 ans arrive. Cette caractérisation-là peut être faite dans ces différentes entités territoriales-là. Les zones à risque d'érosion, des données d'espèces exotiques envahissantes, des données de qualité de l'eau. On a aussi beaucoup de données au niveau de la bathymétrie du fleuve, les débits, niveau d'eau, marée, etc. Donc, voilà. Fait que je pense que vous pouvez nous appeler si vous avez des besoins au niveau des milieux humides fluviaux. Vous allez constater qu'il y a quand même plusieurs pressions sur les milieux humides fluviaux, puis qu'il y en a beaucoup qui sont priorisés par l'Atlas. Fait que je pense que c'est important de conserver, en tout cas de porter attention à ces milieux humides-là dans vos plans régionaux. Voilà. Alors, je vais convier nos conférenciers à venir nous rejoindre ici devant. Vous avez un micro, va fonctionner s'il est déjà effectif, s'il est déjà ouvert. Pour les gens de la salle, je vous invite à vous présenter justement devant vos micros. On va faire des petites vérifications d'usage. Puis, pour nos panélistes, bien, vous allez devoir vous partager la bête. Alors, je vous rappelle, j'apprécierais avoir des questions concises, pas trop d'introduction à ce moment-là, de mise en contexte, et ainsi pour nos présentateurs également, donc des réponses succinctes aussi. Voilà, donc on a déjà une première personne. Veuillez, s'il vous plaît, vous présenter et identifier l'organisme que vous représentez. Bonjour, je suis Mme la compréhension. En fait, pendant aussi la chambre, et merci qui est pas dans les affaires Saint-Laurent. En fait, si on regarde le rapport de stratégie pour l'identification de la priorisation, il y a en fait les éléments de la phase, et ensuite il y a comme deux itérations. La première avec une phase biogéochimique et la seconde avec l'habitat. Sachant que nous, les MRC, on va faire ça va nous inspirer, mais que ça soit collé sur nos enjeux. Sachant que ça va être une analyse de corrélation si nos critères se retrouvent dans ces deux différentes itérations-là. Est-ce qu'on peut avoir un peu cette corrélation-là pour, comme vous l'avez dit, s'assurer de ça Bien d'abord, je suis super content de l'intervention parce que vous dites exactement le message que vous passez pour ajuster les méthodes et les enjeux sur le territoire. Fait que nous, dans le cadre de la classe, c'est sûr qu'on a choisi, c'est presque un choix idéologique. Puisqu'on, pour la première fois, on calculait des indicateurs de niveau biologique, biogéochimique et hydrologique, on s'est dit qu'on allait les mettre de l'avant. On a fait deux jours de CBC. Dans le premier jour, puis on a passé une première fois sur tous les indicateurs liés à la qualité de l'eau et à la capacité de sélection des humains. Puis ensuite, une autre jour, on a mis de l'avant ensuite les critères liés à la qualité de l'eau. Mais ceci étant dit, ce n'est pas une méthode qui est forcément proposée par toutes les entités. Pour ce qui est des indicateurs de corrélation, j'ai le tableau des corrélations dans ma présentation que je pourrais présenter, mais puisque vous me parlez d'un territoire en particulier, je sais pas, c'est pas un territoire qui est couvert par le cadre, c'est le chef de mon enfant. Ok. Je peux toujours vous montrer le tableau des corrélations, mais j'ai un tableau des corrélations globales pour toutes les basses terres, puis les corrélations, il y en a quelques-unes. Mais la phase, c'est que ça varie beaucoup dans le contexte de mise en place régionale à un autre. Je ne sais pas si c'est très pertinent pour vous, cette information-là, je l'ai, il y en a quelques-unes. Peut-être qu'on peut passer la présentation. Si on avance les deux diapos. Trop loin, là. À la prochaine. 16.
Oups. Bon, c'est ça. Fait que, je sais pas, voulez-vous qu'on en parle tout de suite, là, ou... Je sais pas si c'est pertinent pour tout le monde, mais je vous ai demandé de faire des interventions courtes. Si je me lance dans les raisons pour lesquelles j'ai des corrélations entre la positivité primaire et la rétention des eaux, je peux peut-être m'étendre pendant un peu de temps. C'est peut-être plus intéressant de regarder les corrélations dans les secteurs qui s'approchent de votre territoire. Je ne vais pas vous indiquer combien d'informations vous intéressent. J'imagine que mon adresse de courriel va apparaître quelque part. Assurément, on va le faire suivre. Monsieur, votre nom et votre organisation. Bonjour, Conseil régional de Montérégie. Plusieurs beaux chapeaux. Je vais profiter de la présentation de Mme Mayotte qui a amené des sources d'informations des organismes qui voyaient consulter pour avoir plus d'informations. C'est sûr qu'on en a beaucoup parlé des OBD, des creux, des tutélaires. Et là, peut-être des organismes qu'il ne faut pas négliger, qui ont l'information de première main. C'est les parrains d'aires protégées, de réserves naturelles en milieu privé. Souvent, on fait des élections pour avoir ces informations-là, mais qui ne sont pas nécessairement membres d'une club, d'un OBD, pour différentes raisons. Je vais pas ça aujourd'hui, on n'en sortira pas, mais c'est des sources d'informations non évidentes. Effectivement, j'avais mentionné, j'ai dit rapidement, là, les organismes de conservation, c'est aussi des bonnes sources d'informations concernant les milieux humides et les autres milieux naturels d'intérêt. Je pense que vous faisiez mention du réseau du RMN. OK. C'est intéressant. Alors oui, donc n'hésitez pas à faire affaire avec vos organismes. PAES avait vraiment, je pense, fait ressortir l'intérêt de travailler avec les organismes de conservation. Évidemment, les plus connus étant les OBV, les CRE, les ZIP en première instance. Évidemment, on pense aussi, quand on pense en matière de conservation, à Canard illimité ou conservation de la nature, mais évidemment, il y a tout le réseau du RMN, le réseau des organismes naturels protégés, mais également aussi les organismes locaux qui peuvent être tout à fait indépendants de ces réseaux-là. Donc, bonne intervention pour la suivante. Bonjour. Bonjour, c'est Anne-Marie, merci d'entrer. J'avais une question pour le bébé et la retraite. C'est super intéressant dans le fond de justement avoir toute l'expertise que vous avez, puis les études que vous avez faites. En fait, je suis intéressée à savoir comment vous communiquez, comment vous allez dans les MRC. Est-ce que vous êtes, vous demandez les MRC viennent voir, vous êtes proactif, est-ce que, en tant qu'MRC, moi, je suis peut-être un peu hyperactif, je vais tout le temps envers les gens, en fait, désolé, mais est-ce que vous, c'est l'inverse, parce que de ça, je pense qu'il y a une question de communication aussi, de ces sites-là, de ces données-là. C'est certain que c'est pas égal dans tous les OBV, j'imagine, mais nous, on a des bonnes communications avec certaines de nos MRC, parce qu'il y en a qui sont très réceptives, d'autres moins. Alors, c'est certain que les MRC qui sont bien réceptives ou qui ont une ouverture, et puis qu'ils ne savent pas trop, ben, on va vers elles le plus possible dans essayant d'aller leur amener nos données. Les autres qui sont moins réceptives, ben, on y va moins. Dans notre cas, c'est qu'on a des très bons contacts avec les MRC, avec lesquels on travaille. Dans les projets ponctuels, ça va super bien, puis on a des partages de données, effectivement. Dans le cadre des plans régionaux, dans le produit, la PCR travaille quand même sur 4 régions administratives, fait que c'est pas avancé à la même, ça avance pas de la même façon. Mais il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe actuellement en Mauricie. On s'est regroupé avec le Grand Mauricie, des OBV, des CRZ,
Et puis, on est en train de travailler avec des échelons, en fait, les Trois-Rivières, pour travailler tous ensemble, peut-être dans une appel d'offres avec eux, pour travailler avec eux. Et puis, je trouve que souvent, on travaille, je trouve, mettons, la limite dans les projets fonctionnent de travailler directement avec la MRC. Mais là, dans ce projet-là, ce qui est merveilleux, c'est que c'est une belle occasion de concertation. Je trouve ça vraiment intéressant ce qui se passe là, au niveau de la concertation avec les OBB, les creux, puis j'ai bien aimé le commentaire de M. Alain aussi, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier les petits groupes locaux qui travaillent sur les milieux vides précis. Je crois qu'on a vu la priorisation dans la phase qui sont basées sur des fonctions écologiques, mais il ne faudrait pas oublier la valeur humaine des milieux vides. Il y en a qui s'intéressent, qui veulent protéger en milieu, puis à la limite, je crois que ces secteurs devraient être priorisés aussi à cause de ça dans les plans régionaux. Voilà. Je veux juste ajouter que quand on fait des tables de concertation ou quand on fait des rencontres d'information, des innovations versants, souvent c'est l'occasion de au moins mentionner que tel projet a été réalisé. Donc souvent les MRC sont au courant que ça existe. Après ça, s'ils veulent avoir plus d'informations, on ne peut pas aller leur donner le pointu, ils peuvent aussi tenir à la porte sur notre On a une autre intervention derrière, si tu veux bien. Bonjour, je m'attendais à question pour M. Lachaise. J'ai bien aimé votre professeur. J'ai une question pour celui de l'aspect contributif. Des fois, lui, il passe à Version contributive, ou on peut appeler ça la drainée aussi. On invente ça du journal. Dans le fond, nous, ce que je connais de l'histoire, on est souvent le cas inverse. Si on a une milieu qui se retrouve à la taille, dans le contributif, c'est une milieu qui est traversée par un côté. Donc, on va le côté, je ne sais pas si la précision de vos données qui permet unie à la préoccupation, parce que peut-être que ce qui est traversé par un niveau coteau, disons, il n'y a pas la même valeur que si on regarde avec une carte qui est coteau. Vous avez tout à fait raison là-dessus. Quand on travaille à l'échelle du bâtiment de Saint-Laurent, on peut plus connaître des degrés de précision contre des gens qui ont des terrains. Quoi? Plus fort. Donc, oui, c'est ça. Quand on regarde, quand on mesure les fonctions écologiques à l'échelle d'un territoire, comme le bâtiment du Saint-Laurent, c'est sûr qu'on ne peut pas se connaître des degrés de précision. Donc, par exemple, des gens qui s'occupent d'un territoire en particulier. L'objection que vous soulevez, on a d'abord plusieurs fois aussi. Par exemple, dans les cadres acoustiques que je vais présenter dans la présentation, je parle beaucoup en termes d'assainissement des eaux. Je vais voir au terrain cette imagination, et puis en réalité, il faut aussi de drainage qui longe la réglage, qui est situé plus bas que la réglage. Essentiellement, il parle beaucoup en assainissement des eaux, mais dans la réalité des faits, cela est inondé jusqu'au printemps, lors des crues, lors des précipitations importantes. Et durant la majeure partie de la saison végétative, les gaz agricoles sont en fonction en amont, même si le milieu immédiat n'a pas sa réelle fonction. Il y en a rapporté aussi, il y a plein de situations comme celle-là, où on rapporte, bon, on a commencé avec la tourbière que j'étudie, la tourbière que j'étudie, je vais cher le commencé avec la tourbière que j'étudie, ressort comme étant pas de bien compliqué, c'est une tourbière en prochain. Et nous, on a dû automatiser nos algorithmes qui vont me permettre de passer des 3500 notamment. L'automatisation, ça implique que si un petit robot qui passait dans cette grande tourbière-là, quand il y a une tourbière, il va passer dans le c'est ce genre d'imprécision qu'on a quand on travaille à l'échelle comme ça, du pasteur du changement. C'est pourquoi que ces méthodes-là, on espère que c'est un petit peu, il ne faut pas les appliquer telles quelles à l'échelle du territoire de la MRC ou de la bassin versant, parce que le genre de réduction du sujet-là est tout à fait différent. Guillaume Delaire, merci de Portneuf, je fais partie du territoire de la Pétrette. C'était juste pour faire une sur l'intervention de Stéphanie tout à l'heure par rapport aux relations avec les OBD, qui aussi pour la Pétrette. Nous, on avait officialisé, on a 70 champs de toute façon avec les organismes.
On a un petit peu officialisé ça avec des ententes de partage de données aussi. Donc ça permet de bien valider en fait, les données qu'on peut s'échanger. Donc tous ces débats, ça peut faciliter l'échange de données, notamment pour l'élaboration de plans. Pas de commentaires pour enchérir là-dessus. Est-ce qu'on a d'autres intervenants? Oui, je vois que... Merci d'intéressement. Simon, au niveau de la donnée d'or, sortir des milieux potentiels, est-ce qu'il y a un travail, le but c'est de valider la cartographie de canard, est-ce que c'est de la peaufiner en même temps, mais est-ce que vos expériences peuvent être partagées avec la servir à peaufiner cette cartographie-là à une grande échelle éventuellement si ça va être plus long? Ben, en fait, c'est sûr qu'on est au début du processus, c'est pas si, tout n'est pas si clair encore, mais la manière de voir ça, c'est qu'on va faire notre identification à partir des données disponibles, on va identifier nos milieux qui ressortent très fort, je pense pas qu'on va se tromper en identifiant les milieux vraiment d'intérêt régional qui sont quand même un peu évidents, ça, c'est pareil chez vous, là. Et à partir de là, c'est là-dessus qu'on va les sélectionner. On ne fera pas la job pour l'ensemble des milieux-là. On va regarder nos milieux et c'est là qu'on va venir préciser avec quoi, avec l'IDAR, avec la photo-interprétation, avec toutes les autres données qu'on peut aller chercher. Comment dire? Tu veux dire d'avoir une grande précision, c'est de valider, c'est... Ben oui, toutes ces réponses, ça. C'est ça, c'est la délimitation souvent qui est pas si bonne, puis c'est même clair aussi qu'en mettant ça sur une carte dans un plan régional, sur des terres privées, chaque mètre carré va être important. On sait que c'est des milieux qui sont évolutifs, que c'est pas, c'est du coup, on va le mettre sur une cartographie, mais des castors arrivent, tout ça, qu'est-ce qu'on va, c'est pas si évident, ça a des gros impacts là, sur les gens, sur les propriétés. Donc, c'est sûr que nos milieux qu'on va cibler, on va les préciser. Parce qu'il y a risque d'avoir des validations terrain, aussi pour les fonctions, aussi pour les délimitations. Et je mentionne, je vois qu'il y a de jeu au monde ici, il y a un travail qui se fait en parallèle à l'échelle de la Montérégie pour identifier avec d'autres milieux humides potentiels avec le LIDAR. Et ça, je pense que ça va venir dans une autre présentation, si je ne me trompe pas, je n'attendais pas trop. Mais, tout ça, ça bien inspirant. Donc, bonjour, Simon, Jean-François Durand. J'avais une question au niveau des milieux humides d'intérêt régional. Est-ce que le facteur de superficie va jouer un grand enjeu dans votre projet? Ben, je pense qu'inévitablement, ça va jouer un grand enjeu. Dans ce que j'ai vu des méthodologies ailleurs, c'est sûr que inévitablement, c'est un gros enjeu, que ce soit, comme M. Lachance parlait, pour question de biodiversité, d'effets, de fonction, la superficie a un rôle sur tous ces aspects-là, donc inévitablement, c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plus petits milieux, je pense aux milieux montagneux, où on n'en a pas des grosses superficies de milieux humides, mais les petits milieux humides qu'on a sont ultra importants pour la recharge de la nappe phréatique. Tout dépend de nos enjeux, tout dépend des bassins versants et des enjeux par bassin versant. Allez-y. Bonjour, c'est Dani Marie, qui est à l'âme. Je voulais juste un peu enchérir sur la cartographie. Je trouve intéressant de voir le fait que les gens vont inclure leurs données de terrain, leur connaissance à la cartographie. C'est sûr que, comme vous l'avez dit, les limites, c'est extrêmement dynamique. Donc, quand il y a un polygone, ben, il n'est pas gelé dans le temps comme un truc de stationnement, par exemple. Puis, c'est certain que je pense que les photos qu'on peut utiliser pour la cartographie de la Montérégie dataient de 2006. Donc, on parle d'une photo qui date déjà de 13 ans. C'est sûr qu'il y a quand même des modifications qui peuvent être apportées, puis des caractérisations qui sont faites des terrains, des questions pour bonifier la cartographie. Donc, je voulais juste en parler plus sur effectivement les limites de la cartographie, puis aussi le fait du dynamique, les limites qui sont extrêmement dynamiques et probablement. Oui, c'est tout un défi pour la cartographie
comment cartographier le dynamisme d'un milieu. Hein? Ouais. Une leçon de bande tampon qui est intéressante. Là. Il y a des possibilités. Merci de renchérir. Bonjour, François Delgado, président de l'organisation forestier. Désolé si mon intervention, je n'étais pas présent hier, si mon intervention est ici, désolé. On parle de cartographie, évidemment, c'est important d'évaluer sur le terrain, vous l'avez mentionné. J'ai été surpris un peu de voir que, d'une part, j'ai vu qu'on souhaitait ou proposait d'utiliser les ressources qui sont là aussi sur le terrain, du côté forestier. On a des organisations, on a des agents forestiers qui se promènent sur le terrain, qui ont des prescriptions, etc. Donc, il semble que ça devrait ressortir un peu plus du processus de validation cartographique. Est-ce que quelqu'un veut renchérir là-dessus? Je pense que de toute façon, c'est une invitation à la collaboration. Il faut entendre ça comme ça. Parfait. À la seconde, au deuxième atelier, ceux qui ont resté ici, quelqu'un intervenant au milieu forestier. Voilà. Bonjour, Yann Bourassa de la CNPS en Québec. Malgré tout le sérieux de la démarche photographique, je ne sais pas comment vous répondre, mais on vient d'entendre que certainement il va y avoir des validations de terrain, il va y avoir des erreurs. Est-ce que les MRC vont avoir le loisir de faire une démarche simple et peu coûteuse pour essayer de parler de revenus aux propriétaires, d'avoir à payer pour les études publiques sur les points Dans la loi, c'est Une excellente question. Je pense pas qu'on soit rendu là dans notre processus, mais on est vraiment au niveau de l'analyse. Quand va venir le temps de faire un plan d'action, hein, au niveau des choix de conservation, c'est inévitablement, il va falloir qu'on aille vers les propriétaires. Il faut absolument que la consultation est au cœur du processus, la concertation. Pour moi, c'est impensable qu'on fasse ça sans en parler aux gens. Par contre, dans un processus d'analyse environnementale, si le propriétaire décide que lui, il veut construire une maison, c'est à lui que ça revient le devoir de faire la caractérisation de son terrain. C'est comme ça que ça fonctionne. Je pense qu'on a une réponse. Non, regardez ça, non, c'est pas Ben, je peux juste enchérir sur ce que Thaïs m'a dit. Effectivement, si le propriétaire terminant entend développer un lieu qui lui appartient et qui est un milieu humide sur ce lieu-là, il lui appartient pour une demande d'autorisation. Moi, c'est une demande d'autorisation de la caractérisation. Ceci étant dit, au vu du nombre de polygones de milieux humides qu'on trouve dans chacune des MRC du Québec, les MRC n'ont pas de caractérisation systématique de tous les milieux humides qu'on a trouvé dans la France. Je pense que ce tableau-là va continuer à poser pour l'instant sur les épaules du propriétaire. Non. L'avantage ici, l'IPA devrait s'engager des ressources en environnement pour bien délimiter dans certains secteurs des unités qui sont peut-être questionnables, parce qu'en fait, la cartographie limitée est utilisée, mais en certains cas, elle est comprimée. Souvent, on a des limites là, mais la délimitation n'est pas précise. Nous, chez nous, on a eu pas pour vanter l'IPA chez nous, là, mais moi, je suis quand même fière qu'il ait engagé quelqu'un en agro-environnement justement consulter les producteurs qui vont faire des limitations préalables à des certificats de population. Enfin, je peut-être ici à l'IPA, aux producteurs, de mobiliser pour aider leurs producteurs. Mais ça reste le producteur, effectivement, mais peut-être que ça peut être pertinent d'avoir une ressource à l'IPA qui
Mais en fait, ça fait contraire, je vais aller trop longtemps. Mais en fait, j'avais une question en termes de données, comment le ministère constitue toutes les. En fait, il y a tellement de certificats de réputation qui sont mis, qui comprennent une caractérisation écologique, donc des consultants. Pourquoi ne pas utiliser cette donnée-là justement pour pouvoir faire la décision sur les limitations des économies? C'est des données qui existent, mais qui sont sous-estimées parce que c'est une donnée privée. Je pense que tu soulignes des grands drames de l'investissement. J'ai été consultant pendant 7 ans. J'ai géré des techniciens qui avaient fait la caractérisation, des limitations, des identifications des milieux humides. Je passais des mois au terrain à produire un extraordinaire travail. Puis il y a à peu près 50 bureaux de consultants au Québec. Dans chacun de ces bureaux de consultants-là, il y a des dizaines, voire des centaines de techniciens biologistes qui passent plusieurs jours au terrain à identifier les unités de milieux humides. Puis ces données-là appartiennent à faire créer ces consultants-là. Fait que là, étant bien même, on exigerait d'avoir cette information-là dans le cadre des demandes d'autorisation, il reste qu'on a besoin d'une immense infrastructure informatique pour être capable de recueillir cette information-là. Il faudrait leur soumettre des fiches d'inventaire électroniques qui seraient compatibles avec une monnaie électronique possible et imaginable. Bref, je ne suis pas spécialiste des infrastructures en informatique, mais quand on soulève la question, généralement, on parle d'une infrastructure cauchemardesque qui recevrait des milliers de caractérisations à toutes les semaines. Conséquemment, c'est dans nos plans à moyen terme, parce qu'on constate nous aussi qu'il se fait énormément d'informations, mais pour l'instant, on ne peut pas recueillir cette information-là d'une façon réelle. Est-ce que Martin... Oui, Martin Denis. Peut-être juste un petit point, je vais parler tout à l'heure de la question de la mise à jour, je vais juste souligner que dans le travail de la phase de l'éducation, le fédéral a quand même pris un temps important, ça a été 3 ans, de mettre à jour l'ensemble des données à partir des plus récentes données autour des documents Google qui pouvaient consulter en comparaison. Donc, disons que j'allais vous faire la plus-value la plus à jour possible. Je vous invite à aller chercher les données de base de la phase de l'intérêt, à laquelle vous avez l'obligation de ça en général, les classes commerciales, les classes agricoles, les classes de développement économique, etc. Mais c'est la même typologie de milieu que l'on retrouve dans les classes de différentes unités. Les mises à jour sont faites. Déjà, on peut estimer que cette partie doit être en 2016-2017, on s'est très constitué de la forcément, dans le travail que vous allez faire au niveau des plans régionaux à l'EMC, il y a une mise à jour en famille. Vous comprenez que le big picture qu'on essaie d'avoir, on a maintenant, c'est nécessaire pour être capable de prendre des décisions d'aménagement du territoire, commencer à dégrossir le problème, figurer sur quoi les enjeux. Quand vous tombez dans un exercice plus fond de l'échelle de l'UNC, il y a une régulation à faire, de vérification, qui ne sont pas nécessairement des inventaires ultra précis au terrain, par contre, un peu comme Marie-Claude l'a présenté hier, une fois que vous avez fait l'exercice général, tout de suite, il y a des enjeux, il y a des milieux qui apparaissent plus importants, c'est vrai qu'on s'est commencé à faire au moins des vérifications par toute la population, déjà donné un diagnostic de la situation vis-à-vis et au besoin, si c'est des questions sensibles, qui ont vraiment un peu d'intérêt, ça vaut certainement la peine de commencer à faire des vérifications donc, on ne s'en sort pas, c'est des niveaux de considération qui sont nécessaires. Et oui, à l'ultime, le promoteur qui estime qu'il doit faire un projet sur un besoin, c'est comme ça, c'est à la charge du promoteur de faire les commentaires. Je comprends que c'est un complément d'information, alors il n'y a pas de réaction là-dessus. Non, donc on passe à la prochaine question. En fait, c'est juste un commentaire, simplement partager mon expérience de biologiste spécialisée depuis de nombreuses années. J'ai donné 40 unités sur le terrain.
En général, la cartographie est très bonne pour identifier les limites. Les limites, effectivement, généralement, à être élevées. Le seul endroit où, le cas où vous allez faire attention sur votre territoire, si vous êtes en train de voir que vous avez beaucoup de marécages, attendez-vous à ce que votre superficie de marécage double ou triple. Donc, les marécages qui sont identifiés par la cartographie, généralement, sont effectivement des marécages, mais sont souvent beaucoup plus violents que ce qui est identifié par cette interprétation qu'on voit sur le site de la forêt. Donc, c'est dans tout alpin ensemble, si sur votre territoire, vous avez beaucoup, vous êtes en territoire, c'est généralement dans la ville, on rencontre pas ça, ça s'appelle un nord, on rencontre ça pour les sociales, les marais. C'est vraiment les marécages arborescents, les rosières qui sont plus problématiques et je vous invite à porter attention à ça si vous voulez avoir un ensemble complet, mais en même temps, comme il a été nommé, les milieux régionaux d'intérêt sont généralement aussi identifiés. Ils n'auront pas nécessairement la bonne superficie. Il y a certains milieux humides, bon, certaines municipalités, on avait des milieux humides de 30 hectares au départ, mais on a des milieux humides de 75-80 hectares. Peut-être faire des validations à certains endroits dans vos milieux terrestres qui auraient un potentiel humide, mais sinon, c'est une bonne cartographie. Oui, je peux peut-être juste ajouter qu'il y a toutes sortes de particularités du terrain qui peuvent faire en sorte qu'on ne peut pas voir ça par toute l'aérienne. Nous, on a plusieurs endroits où on a des résurgences dans des pentes qui créent des milieux humides dans des belles pentes. Donc, c'est bien de voir ça sur les routes aériennes quand on est en milieu forestier, mais on a effectivement des milieux humides en pente. Bonjour, Madame Maïso de l'Esprit. On voit que c'est plus problématique pour l'un, ça devient avec le fait on parlait de ce qui est dans les métiers des arbres, donc dans le volume de l'État. Ça ne serait pas intégré si je comprends bien dans les plans régionaux. Je trouve que c'est un manque, si on peut, si on ne peut pas tout ce qui est vécu dans les plans régionaux, je comprends que c'est complexe. Mais je me sens avoir comment on peut affiner les enjeux. Le fleuve, si on s'occupe des problèmes de mobilité hydrique, qu'on exclut le fleuve, en tout cas, je vais voir comment c'est passé à réfléchir là-dessus. Mylène, avant que tu te commettes, je pense que Martin Joly va intervenir sur le point de vue réglementaire, ce qui devrait t'enlever une bonne épine du pied, selon moi. Juste pour préciser, ce qui est exclu de la réalisation des plans régionaux dans la loi, c'est les terrestres publics, parce que c'est le domaine terrestre de l'État, c'est la protection, c'est sous la responsabilité de l'État, c'est de se faire pouvoir de gère les allocations du territoire, le domaine hydrique de l'État est de la responsabilité du ministère de l'Environnement, c'est une identité de ce qu'on appelle sur la bref, c'est de la responsabilité du ministère de l'Environnement. Ça, c'est pas exclu de l'application du plan régional. Hier, on m'a posé des questions sur le fleuve, la partie à l'estuaire fluvial de l'estuaire maritime. Y a-t-il des juridictions fédérales à considérer? Je ne sais pas, j'ai posé des questions sur un peu de risque militaire. On va mettre en réponse dans 3 autres questions. En exprimant une question qui pose cet aspect-là, on a dit qu'il y a une question, mais a priori, je dirais que l'exprimant représenté, c'est tout le communauté de l'État, ça doit être considéré dans la négociation du plan. Mylène, tu veux ajouter quelque chose? Ça va? Ah, je suis très contente. J'avais posé la même question, mais j'ai mis aucun effet. J'avais un peu d'angoisse par rapport à ça. Effectivement, je suis contente d'entendre de considérer les milieux humides. On connaît leur importance, entre autres, au niveau des herbiers aquatiques, au niveau des ressources halieutiques. Donc, je suis vraiment contente d'entendre qu'ils vont être considérés dans les plans régionaux. Et donc, ça milite pour le maintien des cocktails au sein des événements. Alors, intervention.
l'évaluation de la tâche, c'est extraordinaire. Et ça, juste que je vois, je suis en train de se produire des passages, puis je vais écouter que je fais à la tâche, mais c'est un message, ça peut être dans tout le article, parce que moi, ça donne dans le monde ministère depuis longtemps. Je vais partir, je suis utilisée dans le étudier un en séance, puis après, je vois la relation avec les problèmes d'innovation et les hommes, c'est tellement, l'identité des bâtiments qui sont enveloppés, les plus enveloppés. Pour moi, je trouve que la priorité de l'unité de l'Internet au niveau de la ville, au niveau des web, tout le monde se lève dans l'unité, on cherche le web, parce qu'on comprend très bien, on ne sort pas au niveau de la classe, mais c'est une bonne question, on va l'adapter, on va mettre un petit peu de côté, on va adapter ça, mais pour les EDF, la tendance, c'est là, les gens vont prendre les outils de la classe, on va faire une activité, on prend tout, puis après, de prendre le temps de constituer les municipalités, on va constituer les villes, les villages, il y aurait eu mieux que c'est un important de la tâche, c'est aussi continuer de constituer les municipalités locales, parce que les gens ont une connaissance des villes, des problématiques d'inondation, des désordonnements, des sols, de l'eau à foule, des environnements des villages, qui pourraient faire en sorte que ça soit plus tard, et que ce soit pas dans la tâche. Autre intervention, au micro? Dans la salle? Non, j'aurai peut-être le temps. Ah oui, voilà, parfait. C'est pas de problème, encore du temps. J'ai vraiment l'impression d'avoir l'air méchant parce que les gens hésitent à poser des longues questions. Donc, quelque part, je pense que j'ai fait ma job. Donc, j'ai une question. Est-ce qu'on devrait, je sais que c'est possible à une certaine échelle, de diffuser des informations au public? Je suis pas sûr que je comprends votre question. Par exemple, on fait du travail pour l'intérêt public et de produire l'information sur telle donnée. Est-ce que la délimitation ne peut pas être publique sur des plateformes web, des plateformes de données ou Nous, c'est l'orientation qu'on a prise. C'est des données, c'est sûr qu'il y a une espèce de cartographie géographique. Les données qu'on a sont sur une carte en ligne. Mais c'est sûr que quand on accède à la carte, il y a un petit pop-up qui dit attention, c'est donné à cette indication, tout ça, avec toutes les réserves que ça implique. Mais oui, je pense que peut-être pour la transparence, je pense que ça aide à la fois les propriétaires, à la fois les municipalités, à la fois les arpenteurs, tout le monde. Là. Voici les données qu'on a qui viennent de telle source, puis après ça, on peut préciser, mais je vois pas pourquoi ça serait pas public. En fait, la cartographie qui est établie est disponible sur le site, sur plusieurs plateformes, sur le site internet du ministère, sur la page dédiée sur le plan des bureaux, il y a des liens vers la mentionné tout à l'heure. Depuis plusieurs années déjà, il y a des plateformes développées par Commandité, il y a des adresses web qui permettent de consulter, même des fois qu'on peut aujourd'hui télécharger des données via Google pour avoir une cartographie des données. Donc, les plateformes existent, elles sont peut-être pas suffisamment publicité, et il y a même plusieurs équipes qui existent qui dépendent de qui décide de la donnée, et ces données-là sont téléchargeables à l'intérieur de l'histoire et d'une association. Oui, il y a peut-être même le portail de l'eau qui permet de faire des liens à ces plateformes. Juste pour compléter rapidement, les données cartographiques et les liens de commandité sont téléchargeables sur Données Québec. Donc, le chef file et dit l'apparaît, c'est tout est téléchargeable rapidement sur Données Québec. Sur Données Québec. Données Québec, donc, tous les données cartographiques. En version chef file et dit l'apparaît. Monsieur, vous aurez l'opportunité de finaliser la ronde des questions. Alors après, je ferai un mini bilan de la situation. Oui, merci au Conseil libéral de l'environnement de Montérégie. Donc, je vais profiter de l'occasion pour demander si l'information circule. Il y a une cartographie qui n'est pas publique, du moins il y en avait une partie
c'est la cartographie ou l'identification des EFE dans le sud du Québec. Là, je ne sais pas si ça a tombé en lac plancher. Oui, l'écosystème forestier exceptionnel. On voit qu'ils sont encore identifiables dans le domaine de l'État, mais en domaine privé, pourtant, il y avait eu une belle réflexion qui avait été faite, notamment en Montérégie-Est, le commissaire à la CRMT, pour avoir plusieurs niveaux de consultation de cartographie. Les aménagistes avaient droit la possibilité de consulter toutes les informations relatives à chacun des EFE. Plus on descendait dans la hiérarchie, plus ça devenait confidentiel parce qu'on peut comprendre, là, il y a même les Japonais qui sont intéressés à savoir où sont nos EFE. Écoutez, je n'ai pas la réponse pour vous. OK. Je n'ai pas la réponse pour vous parce que cette cartographie appartient pas à notre ministère. Je sais que les médiatiques ont la place, mais je peux m'informer. Mais je comprends que Martin Joly a la réponse pour vous. En fait, les écosystèmes forestiers exceptionnels sur la privée sont considérés comme sensibles de lire en compte et de la facilement. Les données des EFE qui sont devenues publiques sont enlevées sur les cartes privées, notamment. Cela peuvent être obtenus assez facilement. Par contre, si mon souvenir est bon, dans le cas de la Montérégie, quand il y a l'exercice qui est fait à l'échelle régionale, avec les ODD, avec les réflexions en termes de milieu d'intérêt de la conservation, il y a une certaine confidentialité des données qui doivent s'appuyer dans l'analyse. En général, je pense que la vie de la famille, c'est comme ça, mais c'est pas discuté de l'absolument. La réflexion qui a été faite en Montérégie, il y a plusieurs niveaux de consultation facile. Des drapeaux, attention, là, si vous allez dans ce secteur-là. Assurément, de toute façon, tout le processus de consultation, on l'a bien entendu ici, sont assez névralgiques au sein du processus. Donc, ça m'amène à remercier nos 4 panélistes. Et en guise de bilan, je vais sortir quand même quelques petits faits saillants là, que j'ai notés. Donc, certains éléments là, qui me semblent importants. Bon, évidemment, le premier me porte à aller du côté du facteur humain. Là. Donc, autant la consultation que la concertation, on se rend compte que dans le processus, ce serait effectivement super important de ne pas échapper les ressources disponibles localement. Donc, on a évidemment identifié les organismes structurés du milieu en réseau que sont les CRE, les OBV, les comités ZIP notamment, mais également donc de faire appel aux grands organismes de conservation nationaux que sont Canards Illimités pour conservation de la nature, mais également d'identifier là les organismes de conservation locaux, notamment ceux au sein du RMN, mais également les plus petits qui ne font pas partie de ces affiliations-là. De ne pas hésiter aussi à aller chercher l'expertise qu'on a au niveau des municipalités régionales ou municipalités locales, c'est-à-dire de faire appel également aux expertises qu'on a dans le milieu forestier, on l'a entendu, au niveau des propriétaires privés également, il y a notamment dans le domaine agro ou agroforestier, via l'UPA ou autre, ça me semble assez quand même important. Les processus de consultation devront être itératifs, mais également prendre en considération plusieurs peut-être étapes à l'intérieur du processus pour pas échapper d'éléments importants. Tous les méthodologies ou les cartographies existantes, on l'a bien compris, sont des outils extrêmement importants et utiles, quoiqu'ils ne sont pas disponibles partout, mais ne doivent pas être considérés comme des fins en soi ou comme une panacée. Il y a un processus de validation qui va être extrêmement important et la nécessité de considérer la notion d'échelle aussi à l'intérieur de ça. Donc, la validation régionale, mais validation aussi très locale. Il faudra ajuster les critères aussi à des enjeux régionaux très spécifiques. J'avais noté aussi quelques petits points à gauche et à droite. Les cartographies, justement, particulièrement en milieu plat,
en terrain plat, surtout en présence de marécage, on peut avoir des petites surprises. Donc, d'où la validation terrain peut être des fois de 2 à 3 fois plus important que la superficie identifiée a priori. Travailler avec les données disponibles, oui, c'est important. Mais il faut aussi considérer que la carto, c'est pas un outil, c'est un outil de planification, bien sûr, mais ne devrait pas devenir un outil réglementaire. On a entendu ça. Il y a toujours des surprises sur le terrain. Les milieux humides d'intérêt régional devraient être dans une certaine mesure priorisés. La priorisation devrait y aller avec l'utilité, évidemment, selon aussi les fonctions des critères écologiques, en fonction des fonctions écologiques. Les zones contributives sont à considérer, évidemment. Il y a une priorisation aussi à établir en fonction de l'urgence à restaurer certains milieux. Et je pense qu'en gros, j'avais encore certaines choses, mais il faut s'arrêter, même quand on a du plaisir. Alors, ça m'amène peut-être à envoyer quelques petits messages d'intérêt et vous amener ensuite à passer à la pause. Donc, il y a une pause de 30 minutes qui commence.